En guise d'introduction à mon allocution d'aujourd'hui, enfin à ma conférence d'aujourd'hui, je voudrais faire un petit rappel de quelques faits et dates sur la chute de la royauté. Je vais vous faire aujourd'hui une conférence tout à fait historique. Il m'arrive de faire des conférences plus contemporaines. Là, c'est vraiment historique. Et je vais vous faire un petit rappel de quelques faits sur la chute de la royauté. Fin 1788, sont convoqués les États généraux pour régler le problème de la dette. C'est quoi les États? Les États, ce sont des assemblées régionales. Les États généraux, c'est quand on rassemble dans un même lieu, au même moment, la totalité des États qui couvrent le territoire du royaume. En mai 1789 se réunissent pour la première fois les États généraux à Versailles. Ils sont organisés en sous-main par les loges maçonniques qui couvrent tout le territoire. Les États généraux s'autoproclament Assemblée nationale le 17 juin 1789, sans mandat pour ce faire. Les États généraux ont ouvert des cahiers de doléances dans lesquels ils ont demandé à la population de s'exprimer sur ce qu'ils voulaient voir régler comme problème aux États généraux. Ils n'ont pas reçu mandat pour renverser la royauté absolue et la remplacer par une royauté constitutionnelle. Il n'y a jamais été question de transformer les États généraux en Assemblée nationale, donc les députés le font de leur propre chef. Ça s'appelle un coup d'État. Voilà, le coup d'État a lieu en mai, le 17 juin 1789. Des violences affreuses sont organisées sur tout le territoire par des affidés du duc d'Orléans. Qui est le duc d'Orléans? Descendant direct du frère de Louis XIV, il est cousin éloigné, mais cousin du roi. Et il est grand maître de la Grande Loge, non, pas de la Grande Loge, grand maître du Grand Orient de France, c'est-à-dire qu'il est le chef de la franc-maçonnerie. Pour la petite histoire, sachez qu'il est devenu franc-maçon en même temps qu'il est devenu le grand maître, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui a été coopté par les francs-maçons qui ont décidé de lui demander, qui sont allés lui demander s'il était d'accord pour renverser le roi et prendre sa place, et ce traître a dit oui immédiatement. Il avait la traîtrise dans le sang. Ça n'était pas le cas de son père, parce que les députés bretons francs-maçons qui sont venus voir son père pour lui demander de jouer ce rôle-là se sont fait jeter avec indignation par le duc d'Orléans de l'époque, qui a dit mais jamais je ne trahirai mon cousin et mon maître dehors. Et dans le chemin entre le salon du duc d'Orléans et la sortie, le duc de Chartres, qui allait devenir duc d'Orléans à la mort de son père, est allé les voir en disant monsieur, votre proposition m'intéresse, mon père n'en a pas pour longtemps. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc ils sont revenus quand le duc d'Orléans est mort et que le duc de Chartres est devenu le nouveau duc d'Orléans. Ils sont venus le voir et ils l'ont initié à la franc-maçonnerie en même temps qu'ils lui en ont donné la direction. Voilà. Donc, ce monsieur sera de tous les coups pour renverser la royauté, pour la royauté absolue, pour la renverser par une nouvelle royauté dont il serait le chef. Le roi a été prévenu du complot auquel participe son ministre. Donc, des réunions ont lieu chez le duc d'Orléans. À partir du moment où on dit duc d'Orléans, c'est que c'est lui. Il portera le nom de Philippe Égalité par la suite. Mais quand on dit duc d'Orléans, on fait abstraction des précédents ducs d'Orléans puisqu'on est duc de père en fils. Donc, une réunion a lieu chez le duc d'Orléans en juillet 1789 et où on organise la prochaine chute de la royauté, son remplacement par une dynastie nouvelle qui va être celle des Orléans, à partir d'une assemblée nationale qui votera les lois et le duc d'Orléans sera le chef d'un nouveau gouvernement. Or, le roi, qui est prévenu du complot, parce que vous ne faites pas une réunion pareille sans qu'il y ait des gens qui parlent. Vous savez, les premiers gens qui parlent, c'est les domestiques. Ils sont là, ils passent les plats, on les voit jamais, ils sont tous là et c'est par eux qu'on a l'essentiel. Moi, si vous saviez le nombre de choses que j'ai apprises par les domestiques, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, le roi, prévenu du complot, apprend que son ministre Necker, qui est son ministre des Finances, son contrôleur général des Finances, participe à la réunion. Alors, il l'appelle, il dit, dites-moi, vous là, venez ici, vous êtes mon ministre, allez hop, je vous renvoie. Et c'est le signal, le renvoi de Necker et le signal d'une bronca dans tout Paris. Pourquoi ? Parce que Necker est un ministre des Finances qui a d'ailleurs ruiné le Trésor royal en faisant des emprunts à des conditions absolument hallucinantes, des emprunts ruineux pour le roi et extrêmement intéressants pour les prêteurs. Et si le roi renvoie Necker, qui va payer nos rentes ? Et l'appel des rentiers qui ont peur pour leur capital crie aux armes, et ça s'appelle le 14 juillet. C'est-à-dire que le 14 juillet, c'est une révolte de rentiers qui appellent aux armes pour pouvoir récupérer la mise de leur capital.
Le 14 juillet, l'émeute prend le pouvoir à Paris et constitue ce qu'on appelle une commune, un gouvernement une commune, c'est un gouvernement municipal. Hein. Il s'installe à la mairie de Paris, enfin à l'hôtel de ville, on n'appelle pas ça la mairie, on appelle l'hôtel de ville, et ils organisent ce qu'on appelle une commune, c'est-à-dire un gouvernement municipal, et qui organise une force armée bourgeoise qui sera la garde nationale. Le duc d'Orléans est entièrement à la manœuvre de tout ce qui se passe le 14 juillet. Le 29 août suivant, c'est pas longtemps après, hein, c'est un gros mois, l'Assemblée constitutionnalise la liberté indéfinie du commerce contre laquelle le peuple français n'a cessé de dire son opposition depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que depuis Louis XV, on essaye régulièrement de transformer le commerce des grains qui est sous l'étroite surveillance de la police du roi en un commerce libre. C'est-à-dire, il est question, paraît-il, pour arranger tout le monde et enrichir tout le monde, de libéraliser l'économie. C'est anti-français, anti-royal, anti tout ce qu'on veut, mais c'est les Lumières, c'est le progrès. Et le roi Louis XV a essayé une fois, Louis XVI a essayé une fois, il a essayé une deuxième fois, et avec la Révolution qui arrive, on va constitutionnaliser l'économie de marché. Le peuple français n'a pas arrêté de dire son opposition viscérale à l'économie de marché. Le peuple français veut que le commerce du grain, c'est-à-dire la substance du peuple, soit sous l'étroite surveillance de l'autorité publique, en l'occurrence le roi. Or, le 29 août, l'Assemblée constitutionnalise la liberté indéfinie du commerce et interdit la taxation. La taxation, c'est... J'ai fait une conférence récemment à Tokyo, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais elle est disponible sur mon site. La taxation, c'est la fixation du taux taxé, hein, fixer un taux, c'est taxé, du prix, c'est la fixation par la négociation entre les parties concernées, c'est-à-dire l'autorité publique et les marchands, d'un taux, d'un prix au-dessus duquel il est illégal de vendre le grain ou le pain. C'est-à-dire c'est une mesure de protection du peuple. La taxation est désormais interdite. Or, la taxation est systématiquement demandée par le peuple en cas de difficulté, quand les prix flambent pour des raisons diverses, et elle était jusqu'à présent systématiquement accordée par l'autorité publique. La taxation devient désormais interdite et le prix du pain sera fixé par la loi de l'offre et la demande. La France entre dans le régime capitaliste le plus sauvage. Nous sommes en 1789, le tour est joué. Le 4 octobre de la même année, au soir, la Commune de Paris prépare la marche sur Versailles qui doit ramener le roi à Paris. Cette assemblée de la Commune prend un arrêté qui va imposer la cocarde bleu, blanc, rouge comme la seule que les citoyens doivent porter pour se reconnaître entre ceux qui sont du bon camp. Vous êtes avec les bons, vous avez la cocarde bleu, blanc, rouge. Et gare à vous si vous ne l'avez pas. Qu'est-ce que c'est que ces couleurs bleu, blanc, rouge? D'où sortent-elles? Bon, donc on peut remarquer déjà que c'est les couleurs de l'Amérique et de l'Angleterre. Hein, ça, c'est clair et net. Mais pas que. Elles sont les couleurs de la livrée d'Orléans à Villers-Cotterêts. C'est quoi la livrée d'Orléans? La livrée d'un prince ou d'un grand seigneur, c'est le costume que portent ses domestiques. Une maison, on reconnaît les domestiques d'un grand seigneur à ce que ses valets, son cocher, son n'importe, se baladent dans les rues avec ces couleurs. Et bleu, blanc, rouge sont les couleurs du duc d'Orléans. Alors, à Villers-Cotterêts et pas à Paris c'est bleu et rouge. Mais à Villers-Cotterêts, d'où est parti le fameux « Messieurs, ne partez pas, je suis d'accord avec vous pour prendre la tête de la franc-maçonnerie », c'est à Villers-Cotterêts, dans ce grand château qui appartient au duc d'Orléans, que la livrée est bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire que d'emblée, la Révolution est celle du duc d'Orléans, donc de la franc-maçonnerie. Le 5 et le 6 octobre 1789, second coup d'État. On ramène le roi à Paris. C'est une foule qui ramène le roi à Paris. Et on le prive. Alors, il est installé dans le château des Tuileries et il est privé du droit de participer à la confection des lois, alors que c'était la raison d'être de la royauté. Le roi était législateur en son royaume. Donc, le roi n'est plus le roi. Il est prisonnier. Il ne peut même plus sortir de Paris. La Révolution est faite. Alors, il dit quoi le peuple là-dessus? Personne n'a l'idée d'aller lui demander son avis. Et puis quoi encore, hein? Que dit le peuple? Le peuple, il a toujours dit vive le roi. Là, on n'a plus le droit de rien dire. Le 21 octobre, peu après l'arrivée du roi à Paris, la loi martiale est instaurée contre tout rassemblement. Comment sait-on qu'il y a la loi martiale? C'est quand le drapeau rouge est hissé.
Vous voyez dans les rues le drapeau rouge, ça veut dire qu'au-delà de 3 ou 4 personnes rassemblées, c'est une émeute et on a le droit de tirer dans le tas sans sommation. C'est ça la loi martiale. Or, il devient donc impossible de manifester pour obtenir la taxation. C'est-à-dire que dès le 21 octobre, si vous trouvez que le pain est trop cher, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, vous n'avez pas le droit de vous rassembler pour exiger que le prix soit taxé, comme c'est le cas depuis la nuit des temps. Donc, ça revient à la peine de mort contre les opposants au capitalisme sauvage. Ben, la Révolution, c'est ça. 1790, l'Assemblée vote la constitution civile du clergé, qui met les prêtres sous la tutelle de l'État. C'est le rêve des jansénistes aujourd'hui disparus, soumettre l'Église à l'État. C'est-à-dire qu'on demande aux prêtres de jurer fidélité à la Constitution qui a décidé l'économie de marché. C'est l'inverse de la laïcité, c'est l'État qui se mêle de religion. Parce qu'on ne demande pas aux prêtres de jurer fidélité à la Constitution comme citoyens, comme individus, c'est comme prêtres. On leur demande de faire de leur ministère religieux un ministère soumis à l'économie de marché. Et ça, c'est pas possible. C'est une affaire de conscience. Pour un très grand nombre de prêtres, c'est impossible de prêter un tel serment. On ne va pas, après avoir décidé de servir l'Église et notre Seigneur Jésus-Christ, se mettre à servir le grand capital. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens pour qui c'est simplement affaire de conscience. Eh bien, la persécution va commencer. On va les appeler les prêtres réfractaires et la persécution qui va leur tomber dessus est absolument abominable. On n'en parlera pas aujourd'hui. On me demande depuis un moment de faire une conférence là-dessus. Je vais peut-être finir par y céder, mais c'est tellement atroce que je repousse et j'hésite. Mais je vais finir peut-être, sans doute, par le faire. Donc, le 20 juin 1791, le roi essaye de retrouver ses armées à Montmédy. Le roi est toujours le roi, pour lui, je veux dire, il a prêté serment de défendre la nation, et il est prisonnier d'un certain nombre de factieux. Il considère que son peuple on n'a pas consulté le peuple français pour lui demander s'il est d'accord que le roi soit prisonnier dans les Tuileries. Donc le roi continue de se considérer comme le roi. Il essaye de rejoindre ses armées à Montmédy, il est reconnu en cours de route, on l'arrête, on le ramène, il est prisonnier, c'est perdu pour lui. En août 1791, élection à l'Assemblée législative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Assemblée a rédigé une nouvelle constitution. Maintenant, on va rédiger de nouvelles lois. Donc, on va dissoudre l'Assemblée constituante, les États généraux transformés en Assemblée constituante, et on va élire une nouvelle Assemblée législative. Et à cette Assemblée législative, seuls les possédants vont pouvoir élire des députés. C'est formidable, hein? Il faut que vous ayez un certain revenu pour pouvoir être électeur. Voilà. Donc la majorité du peuple français ne va pas voter, parce qu'ils sont trop pauvres. Ils sont pauvres égale bête. Hein. Vous inquiétez pas, c'est comme ça que ça se passe. Donc le 13 septembre 1791, le roi accepte la Constitution et il la signe. Je veux dire qu'il a été forcé, mais bon, il a signé. Il n'a pas dit qu'en son âme et conscience qu'il ne pouvait pas. Donc à partir de ce moment-là, il va défendre la Constitution. 1792, depuis 3 ans, le roi est l'otage de députés qui sont venus porter les doléances du peuple et qui ont pris le pouvoir. Que se passe-t-il en mars 1792 à Étampes? La foule en furie piétine à mort le maire qui avait donné l'ordre de tirer sur le peuple qui voulait la taxation. Vous avez compris que la taxation est interdite, mais le peuple ne l'entend pas de cette oreille. Au cri de taxation, 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 le peuple défile en foule dans les places de marché, le long des chemins dans les villages. Le soulèvement autour des temples, c'est homérique. C'est homérique. Tous les villages convergent vers la place du marché au cri de taxation. Or, la taxation est interdite, puisqu'elle est contraire aux intérêts du capital et que le capital, c'est maintenant lui qui dirige. Et surtout, toute réunion non autorisée est susceptible de déclencher la force armée. Le maire d'Étampes donne l'ordre de tirer sur la foule, et là, qu'est-ce qui se passe? Les soldats n'obéissent pas. Feu! Il restait un quart d'heure à vivre au maire. Il s'est fait piétiner. Il est mort. Et là, il est le premier martyr de la liberté. La liberté du commerce et la liberté de s'enrichir. Vous avez compris. Au même moment, c'est-à-dire à partir de mars-avril, tout le bassin parisien est en état d'insurrection contre la cherté des vivres et l'interdiction de la taxation. Vous avez des émeutes partout. Partout, partout. Je suis allé aux archives, j'ai relevé, alors je ne vous en donne pas le détail parce que c'est sans intérêt, mais j'ai relevé le nombre de villes où les gens sortaient en foule pour exiger la taxation.
c'est absolument tout le bassin parisien qui est en état d'insurrection. Que vont faire les révolutionnaires? L'Assemblée, elle va déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie. Vous savez, avec une bonne guerre, on va les envoyer faire une bonne guerre, ça va les calmer. Et c'est ça qui s'est passé. La déclaration de guerre à l'Autriche-Hongrie, c'est pour calmer l'insurrection contre la révolution. Insurrection au cri de taxation, taxation. Le roi n'a plus aucun pouvoir, c'est absolument pas lui qui a déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie, c'est l'Assemblée. La mobilisation aux frontières va calmer ces séditieux. Voilà comment on traite le peuple à cette époque. L'Assemblée veut faire signer au roi un décret de déportation des prêtres réfractaires. Majesté, voilà, nous on décide, vous obtempérez, voilà, vous allez signer ça, tous les prêtres réfractaires vont être déportés. Le roi dit non. Non, je ne signe pas ça. Il a signé la Constitution, ça il ne veut pas signer. On lui dit, il y a 20 000 fédérés, on voudrait faire venir 20 000 fédérés à Paris, à la disposition des Jacobins. Je vous expliquerai ce que c'est que les Jacobins. Alors, c'est un club entièrement franc-maçon qui se réunit dans l'ancien couvent de la rue Saint-Jacques. Jacques Jacobin. Il n'y a pas de Jacob là-dedans, c'est juste Jacques. Hein. Donc les Jacobins, c'est une assemblée de francs-maçons qui se réunit dans un couvent désaffecté, tout simplement. Il ne faut pas chercher d'autres explications à Jacobins. Quelquefois, j'ai vu sur Internet, Jacobins, machin, juif, truc. Non, laissez tomber. C'est juste le couvent Saint-Jacques, de la rue pas de la rue Saint-Jacques, enfin, plein cœur de Paris. Donc, le roi, on lui a retiré sa garde personnelle et il ne peut pas, en son âme et conscience, accepter qu'alors qu'il n'a plus de garde et qu'il est en train de devenir une potiche, on fasse venir 20 000 fédérés à la dévotion de ces furieux. Donc, il refuse, mais il a le droit de veto. C'est-à-dire que dans la Constitution qu'on lui a fait signer, on lui dit qu'il avait le droit de s'opposer en son âme et conscience à ce qu'il lui considérait comme contraire aux intérêts de la nation. Donc, il a le droit de veto, il en use. Donc, du moment qu'il en use, c'est que c'est un tyran. Vous êtes bien d'accord? Du moment que le roi fait ce qu'il a le droit de faire, c'est que c'est un tyran. Un assaut violent est lancé le 20 juin 1792 contre le château des Tuileries. Et c'est là que le roi comprend vraiment que ça va être la fin. C'est pour bientôt. En juin 1792, il est désarmé. On fait venir de Marseille 600 hommes qu'on a convoqués comme des hommes qui sachent mourir, virgule, avec des canons, point. Envoyez-nous des hommes qui sachent mourir avec des canons. Ils arrivent en chantant, vous ne devinerez jamais quoi, la Marseillaise. C'est-à-dire un chant qui a été créé pour encourager les soldats partis, vous savez, faire la guerre à la coalition anti-française, là en fait, partis aux frontières. Donc c'est un certain Rouget de Lille qui a fait ce chant qu'on a communiqué aux fédérés qui montent sur Paris. Et les fédérés marseillais arrivent en chantant à tue-tête le fameux chant qu'on appellera le chant des Marseillais pour devenir enfin la Marseillaise. Donc qu'est-ce que c'est que ces 600 Marseillais avec des canons qui arrivent de Marseille? Bien, figurez-vous que les vrais Marseillais, ils ont déjà été mobilisés, ils sont déjà aux frontières. Donc c'est qui ceux-là? C'est qui ceux-là? Ils ont été tirés de toutes les prisons du pourtour méditerranéen. Ce sont des hommes de main. Ce sont des hommes de main. Les vrais Marseillais sont aux frontières. Ils vont semer la terreur en ville sous la bienveillante protection de la Commune de Paris. Les Marseillais vont faire toutes les exactions contre les députés, contre la population, contre qui ils veulent. L'autorité publique les laisse faire. Ils seront les hommes de main de tout ce qui se prépare. Toute la force publique est entre les mains de la Commune de Paris. Le maire de Paris, Pétion, a été élu, tenez-vous bien, par 9 000 voix contre 3 000 à Lafayette, sur 200 000 inscrits. 9 et 3 sur 200 000. Et ces gens-là ne vont pas seulement gouverner Paris, ils vont gouverner la France. Il y avait donc 200 000 inscrits, ils ont été élus avec 4,5% des inscrits. On appelle ça la démocratie. Le 30 juillet, arrive le manifeste de Brunswick. Qui est Brunswick? C'est le général en chef de la fameuse coalition étrangère qui menace les Parisiens. Donc Brunswick dit, si vous touchez un cheveu de ses majestés, nous mettrons Paris en coupe réglée. Et en fait, qui est ce Brunswick? C'est un franc-maçon, allié des francs-maçons jacobins. C'est-à-dire que par sa menace, il sert exactement le plan des jacobins. Et le roi n'est même pas au courant de ce manifeste et on l'accuse d'en être à l'origine. Mais de toute façon, il n'y a qu'à dire n'importe quoi sur le roi, ça passe. Ça passe. Le 9 août, Danton,
Retenez ce nom, ça sera une future grande figure de toutes les exactions de la Révolution. Il fait donner des cartouches aux Marseillais et il refuse qu'on donne des cartouches à la garde nationale. Alors la garde nationale, je ne peux pas dire qu'elle soit forcément du bon bord, mais à tout le moins, elle obéit à une hiérarchie. On désarme la garde nationale et on arme les Marseillais, tirés de toutes les prisons et de tous les mauvais lieux du pourtour méditerranéen. À 1h du matin, on fait sonner le tocsin. La commune du 14 juillet, celle qui est aux commandes depuis le 14 juillet 89, est remplacée par un coup de force par la commune insurrectionnelle. Vous avez des gars qui rentrent à l'hôtel de ville, qui attrapent les conseillers à la commune, qui les jettent de leurs bancs, qui les mettent dehors à coups de pied, vous pensez, et ils convoquent, c'est une commune insurrectionnelle, ils s'installent à la place des autres, et ils convoquent immédiatement le commandant de la garde nationale. Et sur le champ, ils le massacrent, et ils le balancent par la fenêtre, devant son fils. Et il est remplacé par un brasseur qui s'appelle Santerre. Et Santerre va désormais diriger la garde nationale. On le retrouvera en Vendée. Je vais vous parler de la Vendée tout à l'heure. Ce Santerre est un brasseur qui commence par remplir de bière les gens qu'il va mener ensuite faire ce qu'on leur demandera de faire. À 8h le 10 août 1792, l'assaut des Tuileries est lancé. Il va y avoir un déchaînement d'atrocités indicibles de ce qui se passera dans ce château. Hommes, femmes et même enfants sont massacrés, brûlés vifs, mutilés et même mangés. On boit du sang d'hommes encore palpitant et on massacre jusqu'aux chiens. La nouvelle commune insurrectionnelle vient à l'Assemblée donner ses ordres. Elle renverse la royauté et emprisonne la famille royale au temple. C'est pas ce que voulaient les premiers. Les premiers ne voulaient pas qu'on renverse la royauté ni qu'on fasse une république. Ils voulaient glisser de l'un à l'autre. Or là, la nouvelle commune vient donner ses ordres à l'Assemblée. Elle emprisonne la famille royale, quel titre, et elle ferme les portes de Paris. Il faut un passeport, si vous voulez sortir de Paris, il faut un passeport accordé par la commune. C'est qui va aller la chercher. Le chercher. Tous les journaux sont interdits. Marat en récupère le matériel pour son journal. Marat, c'est un journaliste qui appelle en permanence à tuer les riches. Enfin bon. Et il est journaliste, donc il a les journaux, donc il récupère tous les caractères, les presses, enfin tout ce qui fait le fait qu'une imprimerie peut tourner. Le 24 août, les premières têtes commencent à rouler. Quels sont les premiers qu'on va guillotiner? C'est tous ceux qui, dans le cadre du procès qui se prépare contre le roi, pourraient le disculper de toutes les horreurs dont on va l'accuser. Les premières têtes qui roulent, ce sont ceux qui tiennent ses comptes, qui l'ont connu au plus près et qui peuvent jurer que de toutes les horreurs qu'on va raconter sur lui, aucune n'est vraie. Le 29 août, on prépare des massacres. On recrute des citoyens nécessiteux propres à porter les armes et on leur alloue un salaire. Les citoyens nécessiteux, c'est pas ça qui manque. Tous les citoyens absents de chez eux doivent rentrer. On vous prend dans la rue, vous habitez où? Qu'est-ce que vous faites là? Hop! Les maisons seront éclairées toute la nuit. Il faut des bougies à toutes les fenêtres. Pas de bougies, visite domiciliaire. Donc tout le monde met des bougies aux fenêtres. Les voitures doivent être remisées à 10h. Aucune voiture ne doit se retrouver dans les rues. Le 30 août au matin, les prisons sont combles de tous les gens qu'on vient d'arrêter depuis le 10 août. Dimanche 2 septembre au matin, on ferme toutes les barrières de la ville. Impossible d'entrer ni de sortir. Et on réquisitionne les chevaux et on fait donner le canon d'alarme. Alors les prisons sont bondées de toutes les personnes arrêtées depuis le 10. On a préalablement fait sortir ceux qu'on voulait protéger. Par exemple, Marat, il fait sortir un copain à lui qui a détourné des 1000 et des 100. On le fait sortir. Et à 14h30, on commence par le massacre des prêtres. C'est épouvantable. Épouvantable. Le soir, on massacre les droits communs au Châtelet. Le Châtelet, c'est une prison. Il y a un tribunal, il y a une assemblée, il y a une prison. Les furieux se rendent au Châtelet et massacrent. Vous savez ce que c'est qu'un massacre dans une prison? Je veux dire, vous êtes prisonnier, vous vous défendez comment?
On massacre à coups de sabre, à coups de pique, à coups de masse, des centaines de gens désarmés. C'est une furie, c'est une sauvagerie sans nom. Ça va durer 5 jours. Le sang coule dans les rues. Les mêmes scènes de barbarie, de cannibalisme et d'outrage se répètent. À Bicêtre, vous avez entendu parler par moi de l'hôpital général. C'est un des 3 bâtiments de l'hôpital général de Paris. C'est là où sont enfermés les hommes et les jeunes gens. On massacre 33 enfants dont on fait un tas. À la Salpêtrière, lieu de renfermement des femmes et des jeunes filles, on libère les jeunes filles, qu'on attend à la sortie, et on viole les petites filles dans un dortoir pendant toute la nuit. Puis on massacre les prisonnières. Eh bien, les autorités de la Salpêtrière ont passé tout le temps des massacres à supplier la commune de leur envoyer des secours. Aucune réaction. La commune lance un appel au meurtre généralisé dans tout le pays au nom du droit des peuples à se venger. On accuse les victimes d'avoir voulu égorger le peuple. C'est-à-dire qu'on accuse les gens qu'on vient de massacrer d'avoir comploté contre la République. Enfin, contre la République naissante, contre la Révolution. Comme si les prisonniers pouvaient comploter contre quoi que ce soit. Tous les appels à faire cesser le massacre sont vains. Il faut que justice se fasse. 1500 innocents ont été abominablement hachés vivants. Et Robespierre en dira que c'était un mouvement populaire, absolument, et il dira « Nous n'avons point failli, j'en jure par le trône renversé et par la République qui s'élève. » La République va naître de ces horreurs. Il va y avoir d'abord les élections à la Convention. Alors la convocation de la Convention date du 10 août. Dès le moment où la royauté a été renversée par ce coup d'État contre les Tuileries, ce coup de force contre les Tuileries, il a été décrété que tout Français âgé de 21 ans vivant du produit de son travail et non domestique allait pouvoir voter à la Convention. Alors, Convention, c'est un mot anglais. En français, une convention, c'est un accord entre 2 parties. Ça ne peut pas être une assemblée. Pour que ce soit une assemblée, il faut que ce soit un mot anglais. C'est un mot anglais qui relève de la franc-maçonnerie, tout simplement. Convention, on dit en anglais. Donc, pour ces élections à la Convention, il ne va plus y avoir de citoyens actifs ou passifs comme on avait fait pour la législative, où on avait dit que seuls les gens qui gagnaient un certain revenu pouvaient être électeurs. Là, on abolit tout ça, ça va devenir démocratique, comme on dit. Donc, ça approche du suffrage universel masculin, quand même. Hein. La moitié de la population est déjà exclue, parce que les femmes, vous savez, on n'a pas besoin de ça. La Révolution n'a pas besoin des femmes. C'est bien connu. Mais c'est un suffrage indirect. Alors, comment vont se faire les élections à la Convention qui se prépare ? Les assemblées primaires vont nommer les électeurs. Les assemblées primaires, ce sont les assemblées de section. Ici, par exemple, dans ce quartier de Nice, il y a sûrement une section quelque part dans une église. Vous passez à 3 heures du matin, il y a des ouistitis qui discutent et qui changent le monde. C'est la section du quartier. Hein. Et puis après, alors eux, ils vont élire entre eux, ils vont élire des représentants qui vont élire des députés. Et ces élections, ces électeurs nommeront les députés. Donc, la section élit un électeur qui va élire un député. Ces élections se sont déroulées pendant la fermeture de Paris et les massacres de septembre. Et dans une atmosphère de terreur. Et il fallait à ce moment-là un passeport pour sortir de Paris. Passeport délivré uniquement par la commune. Alors vous imaginez le climat de liberté qui régnait à Paris pendant ces élections. L'Assemblée des électeurs se déroule, où ça ? Dans la salle des Jacobins. Dans la salle des Jacobins, où se réunissent qui ? Les francs-maçons, d'accord ? Le vote s'effectue à voix haute, par appel nominal et en présence du public. Discrétion, secret du vote, de quoi vous parlez ? Attendez, on est en révolution, là. Tout le monde doit voir tout le monde. Vous imaginez la pression de la terreur du groupe ? Les massacres de septembre se sont déroulés entre la nomination des électeurs et la nomination des députés. C'est-à-dire tout ce qu'on peut appeler éventuellement une campagne électorale s'est passé pendant que le sang coulait à flot dans les rues de Paris. L'abstention à ces élections est de 90%. Alors que le scrutin a été élargi, puisque je vous dis qu'il n'y a plus de citoyens privilégiés par rapport à d'autres. Tout le monde est censé pouvoir voter. Donc 90% se déplacent sur 7 millions de votants potentiels. Il y en a donc 700 000 qui se déplacent. Sur 7 millions, il y en a 700 000. Incidemment, 7 millions, alors que la France compte 28 millions de Français. Quand même. Il n'y en a que 7 millions qui sont censés
voter, et sur ces 7 millions, il n'y en a que 700 000 qui se déplacent. Donc ça veut dire que 25% de la population seulement est censée s'exprimer, puisqu'on exclut les trop vieux, les trop jeunes, les femmes, les domestiques, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'ont pas de domicile fixe, enfin il y a plein de gens qui sont exclus. Donc il n'y a que 25% de la population qui est censée s'exprimer. Sur ces 25%, seuls 2,5% s'expriment. Il y aura en tout 749 députés. Le 20 septembre 1792 a lieu à Valmy la victoire éclatante des armées du général français Dumouriez contre Brunswick, le fameux général qui avait menacé Paris. Et on fait de cette victoire à Valmy la victoire du peuple sans culotte contre les armées royales. Alors ça, c'est ce qu'on vous raconte. En fait, Dumouriez et Brunswick n'étaient pas seulement tous les deux francs-maçons, ils appartenaient tous les deux à l'ordre des frères de Saint-Jean l'évangéliste d'Asie et d'Europe, c'est-à-dire une secte satanique issue du sabbatéisme et du franquisme qui prône l'ordre nouveau par le chaos, pour le mal et par le mal. Ils se sont entendus tous les deux pour que la bataille de Valmy n'ait pas lieu et Brunswick s'est retiré. La République est proclamée pour fêter cette éclatante victoire de l'esprit républicain sur la royauté. À l'unanimité le 21 septembre 1792, les députés présents à la Convention, je vous ai dit qu'il y en avait eu 749 d'élus, il n'y en a que 200 de présents. Pourquoi ? Parce que Paris est fermé. Et que de toute façon, ceux qui ont été élus à l'autre bout de la France, il leur faut le temps d'arriver. Et ils ne sont pas arrivés. C'est-à-dire que 25% des représentants de 2,5% de la population, ça fait les représentants de 0,6% des Français qui abolissent la royauté et déclarent la République. Ils ont, sous influence et dans un climat de terreur, aboli 12 siècles de monarchie au nom du peuple. Nous voilà en République, et maintenant je vais vous raconter la Vendée. Alors, si vous voulez acheter des livres sur la Vendée, numéro 1, Raynald Sécher. Raynald Sécher, historien de la Vendée, alors vraiment, il connaît, c'est sa vie. Raynald Sécher est un monsieur en plus très, très abordable, c'est un type absolument adorable. Raynald Sécher. Mais je vais vous rajouter un autre auteur, si vous voulez lire sur la Vendée. G. Le Nôtre, G majuscule, point Le Nôtre. Son patronyme était Gosselin, il était descendant du fameux Le Nôtre qui avait fait les fameux jardins. Donc son nom de plume, c'est G. Le Nôtre. Il a, j'ai pas retenu ses prénoms, mais Gosselin, c'est son patronyme. Et son nom de plume, c'est G. Le Nôtre. Il a écrit un Monsieur de Charette, roi de la Vendée, qui est paru en 1924. Vous trouvez ces livres absolument... Tout G. Le Nôtre est à lire. Alors, G. Le Nôtre, il a comme caractéristique de faire ce qu'on appelle de la petite histoire, moi que j'appelle la véritable histoire, c'est-à-dire de ne parler d'un événement ou d'un lieu qu'après l'avoir visité physiquement. Moi, quand j'ai écrit mon livre sur Damien, je me suis rendu sur tous les lieux qu'avait approché Damien, que ce soit à Versailles, que ce soit en Artois, que ce soit dans les rues de Paris. Quand on fait de l'histoire, quand on veut véritablement s'imprégner de ce qui s'est passé, on se rend sur les lieux. J'ai le nôtre, il a fait pour la Vendée, ce qu'il a fait également pour le procès de Marie-Antoinette, ce qu'il a fait pour tous les livres d'histoire qu'il a fait. Il se rend sur les lieux qui étaient encore pas encore détruits comme ils le sont aujourd'hui. Il a pu quand même se rendre sur les lieux de beaucoup d'événements. Et il fait une histoire absolument passionnante et palpitante où vous suivez heure par heure, jour par jour, l'évolution des personnages. C'est remarquable. C'est remarquable. Donc, si vous trouvez des bouquins de G. Le Nôtre, vous les achetez ou vous les téléchargez. Vous les achetez parce qu'il y a des jeunes éditeurs qui font vraiment l'effort de republier ces livres, ou alors vous les téléchargez si vous faites ce choix. Mais tout est à lire dans G. Le Nôtre. Alors, pour la Vendée, Raynald Sécher et G. Le Nôtre, Monsieur de Charette. Début mars 1793. Alors, le roi a été guillotiné le 21 janvier 1793. Alors, je vous ai passé l'épisode du procès du roi, ça mérite en soi une conférence. Mais vous avez compris, la République a été proclamée en septembre 1792. Le 21 janvier, le roi est mort. Et début mars, à Machecou, en plein pays de Ray, l'actuelle Loire-Atlantique, 10 000 paysans surgis des villages environnants entrent en ville. Alors,
La ville de Machkou est tenue par 5 gendarmes et 200 gardes nationaux qui se massent à l'entrée du bourg, mais ils sont submergés par la foule qui envahit les lieux. 20 bleus. Alors les bleus, c'est les soldats de la République. Hein, on les appelle les bleus. C'est pas les footballeurs. Les bleus sont là. C'est les soldats de la République habillés en bleu. 20 bleus sont massacrés. Alors les bleus, c'est également les soldats, puis les partisans des soldats, des bourgeois, des fonctionnaires. Le curé constitutionnel, il n'était pas habillé en bleu, lui, mais le curé constitutionnel, c'est quoi un curé constitutionnel? C'est un curé qui dit, moi je veux bien obéir à l'Assemblée nationale, j'ai pas besoin du pape, vous me dites de faire comme ci, comme ça, par exemple, on va faire une nouvelle messe, et voilà, on va changer la messe, on va faire une nouvelle messe, et les gens veulent pas de curé constitutionnel, ils veulent pas d'une nouvelle messe, ils veulent leur messe qu'ils ont toujours eue. Attends, il faut comprendre une chose, alors c'est un préalable pour comprendre, la France est profondément catholique. Profondément catholique, ça la caractérise. Donc, on massacre le juge de paix, le directeur de la poste, les gendarmes, tous ceux qu'on croyait ou qu'on supposait partisans de la République. Vous imaginez 10 000 personnes qui envahissent une petite ville, ça fait du monde. Ça fait du monde. Et ils payent ces 20 massacrés pour 2 ans de tracasserie et d'intimidation. Depuis que la République a été instaurée, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. La population de Machkou et des environs avait applaudi à l'annonce des États généraux et à l'ouverture des cahiers de doléances. Des doléances, on en a toujours. Alors si Sa Majesté veut nous écouter nos doléances, allons-y, on est content. On va pouvoir dire on voudrait ci, on voudrait ça. Or, 2 ans plus tard, la pauvreté ne fait que s'étendre. On attend toujours un mieux qui va venir demain. Si demain on rase gratis, demain ça sera mieux, ça vient jamais. Et les nouveaux venus qu'on a vu arriver et qui remplacent l'ancien système ont pris les bonnes places pour s'enrichir, se faire valoir. Et on les voit systématiquement tyranniser les prêtres qu'on aime. Les prêtres réfractaires sont aimés de la population, les prêtres constitutionnels sont boycottés. On ne dit pas le mot, mais on fait la chose. La population se fâche, elle veut ses bons prêtres et elle ne veut pas des nouveaux venus. Vous, dehors. Le curé arrive pour faire sa messe, il n'y a personne. Et on va chercher dans les bois les bons prêtres pour faire des messes clandestines. Les Français tiennent à leur religion. Ils ont appris l'arrestation de la famille royale, les massacres parisiens, la mort du roi, la colère monte. Et les beaux parleurs du début sont devenus des tyrans qui parlent au nom de la nation et de la patrie, qui commencent à emprisonner les gens, ils les tourmentent. Cette République commence à sentir très très mauvais. La haine contre eux s'accumule. Quand soudain on apprend que la Convention régicide, élue par 0,6% de la population, les représentants de 0,6% de la population, ils viennent d'ordonner une levée en masse de 300 000 hommes pour aller se battre aux frontières. Et là, c'est l'insurrection. Paf, d'un seul coup, d'un seul. Tout le monde se soulève. 600 paroisses se soulèvent d'un seul coup. C'est non. On n'enverra pas nos enfants se faire trouer la peau pour la République, qui ne fait que nous tyranniser depuis qu'elle est là. Alors, pourquoi est-ce que ces gens se révoltent? Bon, ils se révoltent parce qu'ils ont des bonnes raisons de se révolter, mais en général, les gens sont relativement soumis à l'autorité. Or, ça fait quand même des années qu'on leur dit que non seulement ils ont le droit, mais ils ont le devoir de s'insurger. La célébrissime Déclaration des droits de l'homme le dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a été ratifiée le 5 octobre 1789 par le roi Louis XVI. Vous savez, la Déclaration des droits de l'homme, ça s'est fait dès le 4 août 92. 89. Donc, le 5 octobre, le roi a ratifié la Déclaration des droits de l'homme et elle sert de préambule à la première constitution de la Révolution française qui a été adoptée en 1791. Et elle dit, tenez-vous bien, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, parce que dire Dieu, ça les écorche. Il ne faut plus que ce soit Dieu, on appelle ça l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Je tourne ma page. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est gravé dans le marbre. Ils ont donc bien le droit, mais non seulement le droit, mais vous allez voir le devoir. Le 14 mars 1793, on est 10 000 insurgés déterminés. Il faut un chef. 10 000 braillards armés de fourches et de faux ils vont rien changer. Il leur faut un chef. Il leur faut un chef militaire. Eh bien, ils vont en trouver un.
Ils ont entendu parler d'un ancien lieutenant des vaisseaux du roi qui réside à 2 lieues de Machecou. On va aller le chercher. On y va. Il a 30 ans. Il est, comme qui dirait, mal marié. C'est pas un heureux en ménage. Mais il est désireux de vivre tranquille. Puis il a des belles histoires d'amour avec des belles dames, parce que c'est un ardent guerrier. Mais il veut rien entendre. On vient le chercher en disant, est-ce que vous voulez... Non, attendez. Non, mais ça va pas. Non, mais vous êtes fou. Vous êtes vu. Vous croyez pas que vous allez vous battre contre les... Non, mais ça va pas. C'est non. Et il se cache sous le lit. La foule crie sous ses fenêtres. Et finalement, il réussira à le persuader de prendre leur tête. Il n'y a pas que la foule, il y a sa sœur aussi qui lui dit « Hé, oh, Athanase, oh, t'as conscience là ?» Alors il apparaît, il va voir la foule, il dit « Bon, je veux bien être votre chef, mais je vous préviens d'une chose, je veux être obéi. Et à l'armée, on ne discute pas. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre ?» Athanase de Charette, de la Contrie, connu sous le nom de Charette. Si vous voulez être un beau film qui raconte sa vie, allez voir. Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu sur Internet. C'est époustouflant. Plus loin, pas que à Machecou avec Charette, plus loin, un certain Delbé, plus loin encore, un certain Bonchamp vont faire exactement pareil. Non, je ne veux pas vous. Non, je ne veux pas. Je veux bien, mais à une condition. Suivez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le peuple qui vient convaincre ces militaires, ces nobles, de prendre leur tête, alors que toute la doxa républicaine dira l'inverse. Elle dira, ce sont des nobles qui, pour préserver leurs privilèges, ont fanatisé la foule qui a accepté de les suivre. C'est juste l'inverse. Ces nobles ne voulaient pas se battre et ils ont accepté en leur âme et conscience de prendre jusqu'à la mort la direction d'une population insurgée qui voulait sauver son bien, son mode de vie et sa religion. Henri de la Roche-Jacquelin a dit le 13 avril 1793 aux paysans qui étaient venus le chercher, milliers de paysans qui ont accepté de le proclamer comme leur chef, « Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. » Il mourra 1 an plus tard. Il était âgé de 22 ans. Il en avait 21 quand il a fait ce serment. Avant de lancer l'attaque contre les Sables d'Olonne, le 24 de mars, les insurgés écrivent aux autorités une lettre fraternelle. Bon, il y avait un enjeu à prendre les Sables d'Olonne. Alors, je ne sais pas lequel des généraux en question est allé aux Sables d'Olonne, peu importe. Ce sont les Vendéens qui ont essayé de prendre les Sables d'Olonne. Et ils ont écrit aux républicains qui s'y trouvaient. « On nous assure que le peuple est souverain. Eh bien, il réclame des prêtres et le libre exercice de sa religion. » Un bon préambule. « La France n'est plus qu'un chaos. Le trône renversé, nos propriétés usurpées, notre vie, celle de nos femmes et de nos enfants menacés, sont les trop justes motifs qui nous ont mis les armes à la main. Combien de sang va couler? Ce sang est celui de nos frères, de nos pères, de nos amis. C'est-à-dire que les insurgés lancent une lettre de conciliation. Les républicains dédaignent ce geste fraternel et pour bien le montrer, ils exécutent le jeune homme de 18 ans qui leur a porté la lettre. Voilà les forces en présence. Le 2 juin 1793, les Girondins ont renversé et les montagnards prennent le pouvoir. C'est-à-dire qu'arrive à Paris un gouvernement de gauche. 3 jours plus tard, non plutôt, 3 jours plus tôt, la Convention avait voté, écoutez bien, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. La gauche au pouvoir va montrer comment elle applique ses pieux principes. Le ministère à Paris, alors le ministère organisé autour des montagnards, est le rendez-vous des incompétents et des incapables. Sous prétexte de démocratie, on met au poste clé les copains, les coquins aux sentiments républicains. Suisse, c'est un bon républicain, on peut lui donner un général, ah bah oui, pourquoi pas. Si, je vous assure. Un certain Roncin, auteur dramatique. Il avait été promu en novembre 1792 commissaire des guerres à l'armée de Belgique.
Bah oui, parce qu'il était bien en cours, donc on a besoin d'un commissaire aux armées de Belgique, bah va, tu feras l'affaire. Il y connaît rien, mais il apprendra sur le tas. Et là, en juillet, août, non, on est encore en juillet, en juin 1793, on lui confie la direction de toutes les armées de la République. Bah oui, c'est un bon républicain, il a bien le droit. Et il choisit pour le seconder d'autres auteurs dramatiques comme lui qui avaient quelques états de service à la commune. C'est-à-dire qu'on prend un directeur de théâtre, on lui donne la direction des armées, puis il va chercher tous les copains, les coquins et les cousins qui faisaient comme lui, qui faisaient du théâtre. Et quand la Convention comprend que la Vendée, c'est plus qu'une simple émeute, et qu'il va falloir vraiment mobiliser des militaires, et ben elle envoie Ronsin. Bah oui. Donc on envoie Ronsin, qui part avec ses camarades pour sauver le peuple ou périr. Tatsoum, on va sauver le peuple ou périr, et ils partent avec leur... Enfin, voilà. Bon. Il s'installe à Tours et à Saumur, et là, il mène la belle vie aux frais de la République. Alors écoutez, un témoignage de quelqu'un qui les a vus passer. Il a dit « Les rues de Tours étaient encombrées d'aides de camp traînant des grands sabres et portant de longues moustaches, de commissaires du pouvoir exécutif qui prêchaient l'anarchie, la loi agraire, le meurtre et l'assassinat. Je voyais des histrions transformés en généraux, des joueurs de gobelets, des escamoteurs traînant des filles les plus dégoûtantes, occupés des grades dans l'armée ou des emplois dans les vivres, les fourrages et les charrois. On ne prend de fonction dans ces armées que par le copinage. Il semblait, je continue la citation, il semblait que tous les roués de Paris se fussent donné rendez-vous dans ces malheureuses contrées pour y attirer la guerre civile et en dépouiller les habitants. Ronsin est le roi de la fête. Il nomme généraux ses camarades de bombance et de comédie. Ces généraux improvisés vont collectionner les défaites et prendre de haut les vrais militaires que la République a enrôlés, comme Kléber ou Axo, qui sont d'authentiques militaires. Mais comment ? Ils ne sont pas issus du peuple, alors ils vont nous obéir. Un vrai sans-culotte, pour ces gens-là, vaut forcément mieux qu'un militaire expérimenté. Ben oui, forcément, puisqu'il est sans-culotte, donc il a raison. Il est du côté des pauvres, donc il a raison. Donc il est forcément supérieur à un général expérimenté. Et c'est ça qui va se ruer sur la Vendée. Parmi les militaires que Ronsin promeut, l'un laissera son nom. Il s'appelle Turreau. Il paraît qu'il n'a pas dessoulé de la campagne. Il n'a pas dessoulé. Le 1er août 1793, la Convention décrète. Ici, le comité, d'après votre autorisation, a préparé des mesures qui tendent à exterminer cette race rebelle, à faire disparaître leurs repères, à incendier leurs forêts, couper leurs récoltes et à les combattre autant par des ouvriers et des pionniers que par de vrais soldats. Le 1er août 1793, on prépare la destruction de la Vendée, qui a eu l'outrecuidance d'appliquer les bons préceptes qu'on vient de rendre obligatoires, c'est-à-dire le droit à l'insurrection. Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée, brigands, soient exterminés avant la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le commande et son courage doit l'accomplir. Appel au meurtre contre une région entière. Turreau, le fameux, arrive à Nantes, fin 1793, décidé à faire appliquer le décret qui ordonne que les forêts et taillis de la Vendée seraient abattues, ses genêts incendiés, ses récoltes coupées, ses bestiaux saisis, et tenez-vous bien, les femmes et les enfants expulsés de leur village et conduits dans des régions éloignées. Alors je connais un Ouistiti, je ne vous donnais pas son nom ici, mais peut-être en privé je vous le dirai, qui a dit « Regardez, il n'y a pas eu de génocide, la preuve, on voulait mettre les femmes et les enfants à l'abri. Ça vous rappelle rien, on détruit, on bombarde, on tue, mais on dit « Les femmes et les enfants, poussez-vous ». Non mais attendez, c'est quoi ça ? Une fois que les femmes et les enfants n'ont plus leur toit et leur mari et leur père pour les défendre, qu'est-ce qui reste ? C'est le début de l'extermination. Sortir les femmes et les enfants de chez eux, c'est les tuer. Et à titre de référence, les Turcs, pour exterminer les Arméniens, se sont contentés, au départ, de les faire sortir de chez eux, de les faire marcher jusqu'à la mort. C'est très efficace. En août 1793, le programme d'extermination de la Vendée était inapplicable. Mais là, on arrive à la fin 93 et ça va commencer à le devenir. Charette. Il a fait de ses paysans une armée victorieuse qui va tenir en échec les soldats que la République va envoyer en renfort pour les réduire. Il réussira à en recruter qu'il fera changer de camp. Charette va être adoré, adulé de ses hommes.
C'est un héros absolument hors norme, ce Charette. Il avait 30 ans. Sa troupe grossit, s'aguerrit, se discipline. Il est insaisissable. Il va de victoire en victoire. Il aura beaucoup d'ennemis et de rivaux. Il n'aura jamais ou rarement d'alliés, à part ses hommes. Il a un dévouement sans faille de quelques milliers d'hommes jusqu'au bout. Et le bout, vous avez compris. Pendant ce temps, à Paris, la Vendée, elle avait un député qui avait été nommé à l'Assemblée. Il s'appelle Fayot. Et vous savez ce qu'il dit le 6 novembre 1793. Donc le gars qui est député, hein, Fayot, c'est joli, hein, YAU, hein, désolé. Écoutez bien ce que dit le député de la Vendée. On a point assez incendié la Vendée. La première mesure à prendre est d'y envoyer une armée incendiaire. Il faut que pendant 1 an, nul homme, nul animal ne trouve sa subsistance sur ce sol. C'est bien, hein, représentant du peuple vendéen. Vive la République, comme on dit. Enfin bon, hein, c'est eux qui le disent. Hein. La grande armée vendéenne, en fait la grande armée catholique et royale, va tenir la République en échec. Et la République n'aime pas ça. Elle enverra des troupes nombreuses écraser la rébellion qu'elle réussira à vaincre. Parce qu'au bout d'un moment, ces valeureux Vendéens, même avec leurs généraux sublimes, sera submergés par le nombre. La République envoie autant qu'elle peut de gens pour en venir à bout. Donc, la grande armée catholique et royale va être vaincue, mais la République ne s'arrêtera pas là. Ça ne suffit pas de les vaincre. En janvier 1794, à Noirmoutier, Noirmoutier a été conquise par les Vendéens, reprise par les Républicains, et la reddition des premiers, c'est-à-dire des Vendéens, s'est faite sous la promesse formelle faite par le général Haxo qu'ils auraient la vie sauve. Donc, les Républicains reprennent Noirmoutier et disent, enfin, avant de reprendre, ils disent « Rendez-vous, vous aurez la vie sauve ». Et le général Haxo donne sa parole que les Vendéens auront la vie sauve. Et qu'est-ce que c'est que ce général? Il n'est pas assez républicain, lui. Une commission militaire va en décider autrement et va tous les faire fusiller, malgré la promesse formelle qu'ils auraient la vie sauve. Et elle les fusille par petits groupes pour que les suivants ne sachent pas ce qu'on a fait au premier. Ça veut dire que la République ne se sent pas engagée par une parole donnée à ce qu'elle considère comme des brigands. Ça s'appelle des sous-hommes. Quand vous n'êtes pas engagé par une parole que vous donnez, ça veut dire que la personne à qui vous donnez votre parole n'est pas considérée comme votre égal. Donc pour éliminer, on déshumanise l'adversaire. Des témoins rapporteront que les membres de la commission militaire qui ont fait fusiller tous ces malheureux étaient des gens sortis de nulle part, mais juste portant l'uniforme national. Et Haxo, indigné qu'on ait trahi sa parole, on lui dira que son indignation est inconvenante et qu'il aurait intérêt à se taire. Et il comprend l'intérêt. Début 1794, la Vendée est vaincue. Les paysans survivants ont regagné leurs demeures et leurs champs. Ils ont rendu les armes. C'est terminé, on a perdu. On a perdu. Si la Convention avait voulu une paix honorable, les anciens insurgés l'auraient acceptée. La Convention, elle ne veut pas la paix. À cette date, la destruction totale de la Vendée, décidée à la Convention le 1er août, va devenir effective. Ils ont vaincu, ils ont gagné, maintenant ils veulent exterminer. Ce sont les colonnes infernales qui ont reçu l'ordre de tout brûler, de tout tuer, de ne rien laisser, ni femme, ni enfant. Turreau est à la manœuvre. Je vous ai dit qu'il n'a pas dessoulé de toute la... Mais c'est lui qui va être à la manœuvre. Seul Kléber protestera et Turreau l'expédiera à Brest. Il n'est pas d'accord? Dehors. 12 colonnes vont s'élancer, dirigées par 6 commandants qui ont tous été promus par Ronsin. Vous vous souvenez? On ne connaît pas de guerre faite par des militaires qui ait commis de sang-froid de pareilles atrocités dans de telles proportions. La sauvagerie, le nombre, le modus operandi de la destruction de la Vendée militaire est sans exemple, méthodique, épouvantable, monstrueux. Si vous voulez des détails de ces atrocités, lisez Rénal Sécher. J'ai le nôtre, il a voulu rester pudique, il n'a pas donné les détails. Mais quelquefois, vous savez, le fait de ne pas donner le détail, ça vous laisse supposer... Enfin bon, je vous donne les 2 sources.
À l'époque de J'ai le nôtre, on était beaucoup plus pudique. À l'heure actuelle, je pense que l'histoire actuelle, celle qu'on veut remplacer l'histoire mensongère, se doit, alors il faut prévenir le lecteur, mais de donner des détails. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Et cette horreur ne s'arrêtera qu'en juin suivant, par la chute de Robespierre. Mais vous savez, Robespierre, il était gentil avec les gens. Il aimait le peuple. Vous êtes au courant? Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit à la fac. Quelles sont les raisons de ce massacre? Alors, bon, on dit génocide. Bon. On y reviendra. Les raisons de cette dépopulation. Parce que dépopulation, c'est le terme qui a été employé à l'époque. On a le témoignage d'un jeune homme qui s'appelait Joachim Villatte, qui avait 26 ans et qui a vécu, 26 ans à l'époque, et qui a vécu dans l'intimité des chefs du comité de salut public. Le comité de salut public, c'était Robespierre plus 9 pingouins. Excusez-moi pour pingouins. 9 affreux personnages. Donc, quand on dit Robespierre, alors il y a des gens qui se battent sur Robespierre. Il était dictateur. Non, il n'était pas dictateur. Moi, je vais vous expliquer, c'est le comité de salut public qui était dictateur, et lui, il avait 1/10 de la dictature. Pas plus, pas moins. Donc, le 17 octobre 1793, pendant le procès de la reine, le procès de la reine a eu lieu le 16, ce Joachim Villatte dînait avec Barère, Saint-Just et Robespierre. Il était vraiment dans l'intimité des plus hauts personnages du comité de salut public, et il les entend parler de leur inquiétude du grand nombre d'ennemis de la Révolution. C'est-à-dire qu'ils sont au moins conscients que la France entière se soulève contre eux. Et ils disent, et c'est Joachim Villatte qui le relate, « Le vaisseau de la Révolution ne peut arriver au port que sur une mer rougie des flots de sang. » Voilà, au moins c'est annoncé. Une nation ne se régénère que sur des monceaux de cadavres. Ça s'appelle la République. Hein. Leur plan, figurez-vous qu'il est inspiré de Jean-Jacques Rousseau. Il faut que tous les citoyens aient assez et qu'aucun n'ait trop. On va niveler. Ils disent, on doit donner à chaque famille française une portion de terre au milieu de laquelle s'élèvera une baraque couverte de chaume. Chacun retiré au milieu de son arpent avec sa charrue passera doucement sa vie à cultiver le retour de l'âge d'or. Pas plus, pas moins. Et à égalité. C'est le rêve. C'est le rêve. Or, ils ont fait un calcul que la population excède les ressources du sol. C'est-à-dire qu'ils ont fait le calcul qu'il faudrait réduire à 700 habitants par lieu carré. Une lieue, c'est 4 km. C'est 4 km, c'est ça? Donc, sur 16 km², il faut qu'il y ait 700 habitants. Non, attendez. Oui, c'est ça. Il faut réduire d'1/3 la population pour que chacun ait suffisamment. Il faut niveler la population, sans quoi l'ordre et la stabilité ne s'établiront jamais, sans quoi la République ne pourra exister. Donc, ils ont pris le terrain disponible, le nombre d'habitants. Pour qu'il y ait suffisamment pour tout le monde, il faut réduire la population d'1/3. Vous avez compris? Réduire la population d'1/3, c'est-à-dire exterminer 1/3 des Français. Le rêve égalitaire. Le rêve égalitaire. Sinon, on sera trop à l'étroit. Hein? Donc, la République a donc besoin de tuer 1/3 de sa population. Donc la République s'est revendiquée génocidaire. Le mot de l'époque, c'est pas génocide, c'est populicide. C'est un certain... comment s'appelle-t-il? Gracchus Babeuf. C'est Gracchus Babeuf c'est Gracchus Babeuf qui rapporte le témoignage de Joachim Villatte. Hein. Donc c'est Gracchus Babeuf qui était un grand admirateur de Robespierre au demeurant, enfin un admirateur qui savait dire les choses. Enfin, c'était un témoin absolument incontestable. Et donc c'est le mot qui dit à l'époque c'est populicide. Moi je suis d'accord pour qu'on dise populicide. Si génocide dérange, moi je n'ai pas besoin de populicide, c'est clair. Et Robespierre a dit le 5 février 1994 à la Convention, il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République ou périr avec elle. Donc parlons maintenant de la République. Éliminer physiquement les opposants ou les inutiles, c'est dans les gènes de la République. Je cherche à quoi peut bien ressembler les valeurs de la République dont on nous rebat les oreilles. Je vous remercie.